Bien, bonjour à toutes et tous. On va désormais parler de voitures autonomes savoir de véhicules autonomes, pardon, parce que la voiture ce serait réducteur, pour savoir si on va enfin passer de l'expérimentation au vrai marché. Selon le cabinet Gartner Group, il y aura 745 000 véhicules autonomes qui circuleront dans les rues, mais pour l'instant on ne les voit pas encore. Alors est-ce que c'est une arlésienne ou est-ce que cette fois vraiment ça y est, c'est lancé? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos 4 invités, Anne-Marie Hydrac, Philippe Watteau, Michael Fernandez et Bruno Mendes da Silva, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Tiens, puisque vous êtes le petit pousset, le dernier arrivé, Bruno Mendes da Silva, vous êtes le patron, le CEO de X Technologies. Est-ce que vous pouvez nous présenter X? Alors, X Technologies, c'est une start-up que j'ai lancée en mars 2019 avec deux associés principalement qui sont un ancien banquier et un chercheur du domaine du véhicule autonome qui s'appelle Arnaud de Lafortelle et qui est aussi professeur et directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Donc l'objectif quand on a monté l'entreprise, c'était un peu prendre à contre-pied ce que faisait tout le monde jusque-là dans le véhicule autonome en France. C'était au lieu de faire des choses, on s'est dit comment on peut identifier des problèmes aujourd'hui dans le véhicule autonome et comment en fait on peut apporter des solutions. Et le problème qu'on a identifié, c'est la gestion énorme des données qui étaient produites par ces véhicules prototypes. Et on voulait fournir un outil logiciel assez simple qui pouvait être adopté par toutes les équipes de R&D qui travaillent sur le véhicule autonome pour garantir une optimisation des données, c'est-à-dire faire le tri entre les données utiles et les données inutiles. Donc les données utiles, c'est des données où il y a des piétons, des cyclistes, de la signalisation, etc. Et, Et les données inutiles? Et les événements inutiles, c'est quand vous conduisez tout droit sur une nationale et qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est toujours utile pour, on va dire, regarder ce qui se passe sur cette nationale-là. Mais si vous voulez prioriser, entre guillemets, des développements, c'est-à-dire faire du management, en fait, il faut plutôt prioriser les cas où, en fait, vous allez avoir justement des situations avec des piétons ou ces choses-là. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a commencé un go-to-market aux États-Unis, pas en France, parce qu'on a été retenu par un programme prestigieux qui s'appelle le Plug and Play à la Silicon Valley. Donc là, on discute avec beaucoup d'acteurs du véhicule autonome aux États-Unis, des gros acteurs. Donc voilà. On y reviendra tout à l'heure à ce côté. Pourquoi est-ce que les jeunes talents comme ça, ils ne restent pas en France? Hier, on a une jeune femme qui a eu le prix Nobel de chimie. Mais malheureusement, ses travaux se passent aux États-Unis. On a un peu la Ligue 1. On est un peu condamné à former des grands talents et à les laisser s'expatrier après. Merci en tout cas d'être avec nous, Bruno. À vos côtés, il y a Philippe Watteau, vous êtes le directeur général de l'Institut VDCOM, que vous pouvez peut-être nous présenter là aussi. Bonjour, oui. VDCOM, c'est un institut de recherche. Donc on est vraiment focalisé sur l'innovation dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est véhicule autonome et délégation de conduite. Deuxième domaine est relatif à l'électrification, puisqu'on a une vision du véhicule de demain qui est plus écologique, plus autonome. Et troisième domaine, surtout ce qui est les nouveaux usages associés à cette nouvelle mobilité, en particulier les nouveaux usages associés au véhicule autonome qui peut vraiment transformer la vie dans les différents modes de déplacement qui deviennent autonomes. Et c'est notre troisième domaine de recherche. Et donc de ce poste, évidemment, la recherche elle est toujours globale et internationale. Elle regarde un peu ce qui se passe partout. Pour répondre à une des questions qui va nous tarauder cet après-midi, depuis votre point de vue, la France, elle est plutôt pas en retard en termes de connaissances et d'expérimentation sur l'autonome. La France, elle n'est pas en retard et la France, surtout, elle se mobilise puisque un institut comme VDCOM, ça rassemble une 60aine de partenaires industriels et de partenaires académiques parce qu'on a la conviction que ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages résultent d'une collaboration approfondie entre la recherche académique et puis les applications industrielles, et c'est comme ça qu'on invente la mobilité de demain. Merci. En face de vous, Michael Fernandez-Ferry, cofondateur de Autotech Disruption, de France Autotech, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes invité en tant que de bâton de chaise. Vous êtes là parce que vous êtes le VP de Gogo Network, VP de Product de Gogo Network. Qu'est-ce que Gogo Network ? Enchanté, merci à tous pour l'invitation aujourd'hui. Gogo Network, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un pure player de la mobilité autonome qui vise à opérer la mobilité autonome en réseau. C'est une start-up qui a été créée il y a 2 ans environ par Martin Warzawski, qui est un serial entrepreneur qui a notamment connu pas mal de succès dans le monde des télécoms et qui a souhaité emprunter un certain nombre de codes de ce monde-là pour l'appliquer au secteur de la mobilité, en collaboration avec Yasmine Fage, qui est une ancienne du cabinet McKinsey, qui connaissait bien les marchés publics privés.
Et loin de moi l'idée de lancer la polémique, mais c'est vrai que Gogo Network est un petit peu né justement du retard qu'il peut y avoir, ou en tout cas qu'on a pu observer, constater, entre les acteurs outre-Atlantique, notamment, et en Chine, et les acteurs européens, en se disant que il y avait une technologie qui était en train de maturer et qui allait bientôt passer, je pense que c'est l'objet de nos discussions, de phase d'expérimentation, de test à un véritable marché. Et l'initiative de Gogo Network, c'est de s'intéresser à comment on va pouvoir mettre en marché cette technologie-là, tout en gardant à l'esprit qu'on a un potentiel retard technologique et qu'il ne faudrait pas s'exposer à des scénarios où effectivement les acteurs les plus avancés de manière technique soient finalement les premiers à impacter le marché. Et dans un secteur de la mobilité qu'on connaît bien, où il y a quand même des effets de réseau importants, on l'a vu avec les trottinettes, avec le VTC, etc. Il y a un scénario de winner takes all. Donc l'idée, c'est de réfléchir collectivement à comment on peut faire de la mobilité autonome un véritable marché européen et qui soit profitable en premier lieu aux acteurs européens. Et vous vous définiriez comment? Alors vous êtes un think tank, vous conseillez, vous émettez des recommandations, Alors, il y a plusieurs actions pour arriver à ça, effectivement. Il y a une action que je qualifierais un petit peu de collective, à réfléchir ensemble à quel pourrait être le meilleur cadre. Et à ce titre-là, on travaille avec les pouvoirs publics, on travaille avec les instituts de recherche, les différents corporates impliqués sur le secteur. Et il y a un travail qui est une approche un peu top-down du sujet et une approche plus bottom-up qui consiste à effectivement regarder ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et comment, sur la base d'initiatives très concrètes, de cas d'usage très concrets, donc ça peut être de la livraison autonome, ça peut être du transport de passagers, ça peut être en site propre, on travaille avec plusieurs partenaires à des expérimentations où on commence à opérer des services et non pas des projets techniques, hein, j'entends des services au sens où l'idée est de mettre en place un service payant pour l'utilisateur qui puisse démontrer un modèle d'affaires viable. Merci. Et last but not least, Anne-Marie Drac, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une grande spécialiste de la mobilité. Vous avez notamment présidé la RATP. Aujourd'hui, vous êtes la haute responsable pour la stratégie de développement des véhicules autonomes auprès du gouvernement français. J'ai réussi à le dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la mission qui vous a été confiée? Alors, vous ne pourrez pas tout nous dévoiler aujourd'hui, mais vous allez prochainement rendre vos conclusions d'observation depuis 2 ans sur cette mission sur la mobilité et le véhicule autonome. Et puis après, je vous demanderai de répondre à la polémique qui a été ouverte par votre voisin. Mais dans un premier lieu, à quoi sert cette mission et comment elle est née? La mission à titre de laquelle je m'exprime ici, donc c'est celle de haute responsable pour le développement des véhicules autonomes, et je vous sais gré d'avoir tout de suite mis au pluriel, parce qu'évidemment nous parlons de toutes sortes d'applications et en fait surtout de cas d'usage, puisque comme le disait Philippe, c'est là où est le cœur de la discussion. Plus le temps passe, bon, donc stratégie qui réunit en fait 2 familles d'acteurs. Des acteurs publics, donc organismes de recherche, organismes d'études, organismes techniques, bon, dont celui animé par dont VTCOM, et puis tout un paquet d'administrations, donc la sécurité routière, la justice, la police, la gendarmerie, les gens qui s'occupent de cybersécurité, enfin, etc. Bon, donc j'ai un grand groupe de directeurs généraux de ministères qui travaillent avec moi, et puis tout ceci en articulation complète avec les acteurs privés, donc au départ essentiellement la plateforme automobile française, et y compris dans les difficultés du moment, la plateforme automobile et les feuilles de route du gouvernement pour l'automobile continuent à garder, en sus de l'électrification, les sujets de connectivité et d'automatisation. Bon. Et puis petit à petit, on a vu s'agréger des gens des techs, des gens de la route, des gens, des juristes, les assurances, un certain nombre d'entités B2B qui essayent de pouvoir utiliser les données, y compris sur les routes toutes droites. Bon, voilà. Bon, donc un travail qui a été lancé
à mon niveau depuis 2 ans, mais qui avait déjà été précédé par des initiatives précédentes. Bon, 2 textes législatifs qui permettent de déblayer le terrain sur le plan juridique. Bon, Emmanuel Macron nous a dit il faut que vous soyez juridiquement prêts pour les circulations juste avant qu'elles soient techniquement possibles. Bon, alors il se trouve que juridiquement, l'essentiel, enfin une bonne partie en tout cas, relève non pas simplement du niveau national dont je m'occupe, mais également du niveau européen. Donc la France joue un rôle assez leader. Bon. Et puis, je l'ai découvert avec une certaine surprise, je dois dire, du niveau ONU. Et là aussi, on joue un rôle assez important pour faire avancer les réglementations techniques, d'une part, et les réglementations sur, on va dire, grosso modo, le code de la route, hein, enfin, les règles de circulation. Donc, voilà ce que nous faisons. Et on va y revenir dans le débat, mais moi, ce qui me frappe, c'est que petit à petit, et c'est pareil dans tous les pays, avant le Covid, j'avais l'occasion de faire en particulier une grande tournée en Asie et aux États-Unis aussi. Et là, pendant la semaine prochaine, j'ai une journée de travail avec les Japonais. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, on atterrit sur des cas d'usage dans lesquels l'espèce de rêve de la voiture qui se balade tout seul par tous les temps pour emmener les gens, non pas d'un point A à un point B défini à l'avance, mais où ils veulent, ça c'est un rêve qui ne sera sans doute pas réalisé avant des décennies ou peut-être même jamais. Mais on voit apparaître de plus en plus de cas d'usage effectivement dans la logistique, dans la livraison et surtout, mais on va détailler tout à l'heure, des cas d'usage à base de flotte et de gestion de flotte, certaines d'entre elles pouvant être des flottes plus ou moins complémentaires du transport en commun. Alors, détaillons tout de suite, parce qu'il y a quelques années, j'ai repris, pour préparer ce panel, la presse de 2016. On disait que les jeunes Français ne passaient plus le permis de conduire parce que ça ne serait pas la peine. Demain, tout le monde serait en véhicule autonome. L'idée était de savoir si Uber serait vraiment le premier à généraliser les VTC et les taxis autonomes et que donc ceux-ci pouvaient pointer au chômage. 4 ans après, on voit bien qu'il n'en est rien. Et vous venez de le dire à l'instant, on voit bien qu'il n'en est rien avant encore quelques années. Malgré tout, votre voisin a dit... ailleurs, ça pousse très vite, là où il y a un peu moins de réglementation, du côté américain ou du côté chinois. Je ne crois pas que ce soit une question de moindre réglementation, enfin pas seulement en tout cas, hein, parce que regardez aux États-Unis, une des difficultés qu'ils ont, c'est que les 2 États en point, c'est-à-dire l'Arizona et la Californie, justement ce sont des États et il y a une certaine difficulté d'articulation avec l'échelle fédérale et donc difficulté de déployer sur un marché véritablement pertinent. Bon, je suis frappé de voir dans les études américaines, en particulier celle faite à Phoenix par un très grand acteur issu des technologies, comme on dit, que ça marche dans une ville où les rues sont à angle droit et où il fait beau tout le temps. Et encore pas à très grande vitesse. En Chine, moi ce qui m'intéresse, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez en Europe et en particulier en France, même après le Covid, c'est toutes les technologies concernant les livraisons. Alors nous avons en France, entre autres acteurs, 2 très bons navettistes, et qui, je pense à EasyMile, parce que je les ai vus récemment, développent beaucoup d'activités sur les tarmacs d'aéroports, dans les zones logistiques, sur les ports, dans les mines. Enfin, on n'a pas de mines en France, on n'a pas intention d'en rouvrir apparemment. Voilà, donc encore une fois, prenons les choses de manière assez précise sur ce dont on parle, en n'ayant pas forcément trop de complexes. Vous voyez, par exemple, je parlais de l'ONU, il y a un truc qui est apparu absolument sensationnel il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, ou cet été, je ne sais plus, qui était « Ah, c'est génial, il y a une réglementation de l'ONU qui autorise les véhicules sans conducteur à 60 à l'heure sur autoroute avec des voies séparées. » Bon, c'est très bien, sauf que vous imaginez le marché pour aller à 60 à l'heure sur autoroute. Enfin, c'est voilà. une vraie niche. Oui, c'est une niche de chez niche. Une niche honnête, voilà. Donc, allons-y, encore une fois, en ayant en tête moins les technologies bottom-up que les cas d'usage sur lesquels on peut trouver des clients et donc un marché. Quoi. Et juste un mot pour savoir où on en est. Et Michael, je vous donne la parole juste après. Vous évoquiez l'échelon européen de vos missions. On voit que l'Allemagne, vous avez cité Angela Merkel, a décidé de lancer aussi pas mal d'expérimentations, je crois, dès l'an prochain. Est-ce qu'il y a une Europe de l'autonome? Ça fait partie des choses qui existent? Oui, alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'Europe, je dirais, des technologies. Et on pourrait le regretter. Il y a quelques
quelques acteurs qui travaillent évidemment entre eux. Bon, mais il n'y a pas véritablement c'est pas comme pour les batteries, si vous voulez. En revanche, sur les aspects réglementaires, oui, on va tous au même rythme. Bon, et donc dans les instances internationales, tantôt l'Allemagne vote, tantôt elle n'est pas prête à voter, donc comme ça a été le cas récemment. Bon, enfin bref, donc on avance, oui, à peu près de la même manière, avec tous les mêmes principes, qui sont les principes qu'on a dans l'OCDE, grosso modo, qui sont progressivité, enfin sécurité, progressivité et puis acceptabilité. Bon, mais l'acceptabilité, ça a l'air d'aller finalement pas trop mal, quoi. Voilà. Mickaël, je vous ai coupé. Non, pas de problème. Simplement pour rebondir, je rejoins Anne-Marie Drac sur ce point. C'est vrai que la mobilité autonome a toujours nourri beaucoup de fantasmes. Et je pense qu'il y a aussi quelques problèmes de sémantique. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, la SAE, qui appartient au monde automobile, a défini les niveaux d'autonomie. La SAE. La Société des ingénieurs automobiles internationale. Merci. A défini 5 niveaux d'autonomie, de 1 étant des premières aides à la conduite, le fait de maintenir le véhicule dans la ligne, par exemple, sur autoroute, jusqu'à 5 où c'est le rêve dont on parlait, la voiture robot qui va partout, dans toutes conditions, sans conducteur de sécurité, etc. En fait, cette vision un petit peu incrémentale du sujet, c'est quelque part un peu un piège, parce que finalement, du coup, toute l'industrie s'est mise en ordre de bataille pour faire naturellement d'abord du niveau 1, puis du niveau 2, puis du niveau 3. Concrètement, aujourd'hui, il se vend des véhicules de niveau 2. On commence à voir pointer les premiers niveaux 3, mais ça va encore prendre quelques années. Ça veut dire que les 4 et 5, ils sont encore loin dans la roadmap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de conducteurs, ils produisent déjà des véhicules que je peux acheter et qui ont du 1, 2, 3 avec beaucoup d'aides. Niveau 2, ça va être le croisement du lane keeping, donc qui va garder votre véhicule dans la voie avec un adaptateur de vitesse, un régulateur de vitesse adaptatif. Donc il va à la fois prendre le contrôle sur le volant et à la fois sur l'accélération et le freinage de la voiture. Ça, c'est du niveau 2. Et ça commence à se généraliser sur pas mal de véhicules, c'est notamment les Tesla, etc. Là où je voulais en venir, c'est que effectivement, ces écarts que l'on peut constater, ça n'est pas que de la réglementation, ça n'est pas que de la technologie, c'est un petit peu une combinaison de tout ça et aussi une différence d'approche. Quand certains acteurs que vous avez cités outre-Atlantique ont développé des technologies de conduite autonomes et non pas automatisées, qui seraient un peu les niveaux 1 à 3, c'est-à-dire qu'on part d'une conduite qui n'est pas autonome et on l'automatise petit à petit. Les niveaux 4 à 5, c'est de la conduite autonome, dès le premier kilomètre. Et c'est des systèmes qui ont été conçus pour ne pas avoir de conducteur. Et c'est quand même une démarche, je pense que Philippe pourra le confirmer d'un point de vue R&D, qui n'a assez rien à voir. C'est-à-dire qu'on considère ou pas qu'il y a un conducteur derrière le volant, et dans les niveaux 1 à 3, petit à petit, on va l'aider à automatiser sa conduite, alors qu'à partir du niveau 4 et 5, il n'y a pas de conducteur. Et ça crée quand même une différence quand par-dessus, il y a des écarts d'investissement. Il y a plus de 100 milliards qui ont été mis en Chine et aux US sur les sujets de conduite autonome par les différents acteurs, quand il y a moins de 10 milliards qui a été mis en Europe. Donc on voit bien que les constructeurs ont déjà une approche incrémentale. Par-dessus ça, les niveaux d'investissement ne sont pas les mêmes. Donc forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas forcément le fait de la réglementation et de ces expérimentations qui sont par ailleurs vertueuses pour apprendre, pour défricher, etc. Simplement, il y a des écarts structurels au niveau des investissements et au niveau de l'approche qui expliquent aujourd'hui les écarts technologiques que l'on peut voir. Philippe, vous êtes d'accord? C'est un faux ami de compter comme ça de 1 à 5 et en fait le fait d'être à 3 ne nous rapproche pas fondamentalement du 4? Bon, ça permet d'avoir une grille de lecture, effectivement, mais la grille de lecture elle est insuffisante. Et effectivement, il y a bien deux types d'approches. Une première approche qui est incrémentale et puis une deuxième approche qui dit on va directement aller sur le véhicule autonome. Et d'ailleurs, les navettistes auxquels Madame Aldrac faisait référence, Navia et Zimal, eux, ils sont partis effectivement du principe où la navette devait être au départ autonome. Donc ça, il y a aussi en France donc cette approche aussi avec un point de départ d'objectif avec des moyens moindres. Néanmoins. Avec des moyens moindres, mais des produits qui existent, qui circulent et puis qui surtout doivent rencontrer leur marché, les cas d'usage, et c'est ce que permettent notamment des grands projets comme le projet SAM piloté par l'ADEME. On dit on va trouver des cas d'usage pour les produits qui aujourd'hui sont sur le marché ou les prototypes. Nous, la conviction qu'on a au sein de VDCOM, c'est qu'il y a un enjeu très important autour de cette mobilité autonome, qui est un enjeu de confiance. Il faut vraiment que les citoyens, les parties prenantes et le pouvoir public aient confiance dans la mobilité autonome. Et c'est vraiment pour nous la clé du développement du marché, ce qui rejoint un peu toutes les différentes approches. Mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de marché. Et ce concept de confiance, nous, on a développé avec un petit jeu de mots autour du concept de trust.
Ce sont les 5 dimensions qui, pour nous, doivent être adressées pour que la confiance gagne des citoyens et des acteurs publics et privés. Premier T, on en a pas mal parlé, T, de technologie. Oui, il y a besoin de technologie, c'est important, on n'arrête pas de parler de technologie, d'écart de technologie, d'investissement de technologie, c'est vrai. On a aussi discuté pas mal de la réglementation, dans quelle mesure elle va stimuler ou bien freiner ou orienter un certain type d'autonomie. Donc ça, c'est le R de Trust, hein, pour les règles. Nous, côté VDCOM, on a publié un ouvrage qui fait référence, qui s'intitule tout simplement « Véhicule autonome, qui est responsable ?» Ça, ce sont des questions qui sont concrètes pour l'usager. J'ai un véhicule autonome, j'ai un accident, qui est responsable? Je vous répondre concrètement à ces questions-là. La troisième déclinaison, c'est le U pour la partie usage. Quelle est la vie qu'on va inventer dans le véhicule autonome? Il y a une comparaison qui est souvent établie. Le téléphone portable, son premier usage, était de téléphoner. Il sert aujourd'hui complètement autre chose. Est-ce que demain, c'est la même chose pour un véhicule autonome? Oui, ça sert à se déplacer, mais dans la mesure où, en niveau 4 et 5, on n'a plus du tout besoin de s'occuper de la conduite. Quelle est la vie qu'on va inventer dans le véhicule autonome? Et il y a des acteurs internationaux qui s'en occupent. Je citerai par exemple IKEA, qui a un programme qui s'appelle Spaces on Wheels, un espace contraint qui doit être modulaire, accessible, ça les intéresse. Ensuite, vous avez aussi quatrième dimension, le S pour une approche système. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais le véhicule autonome, c'est pas qu'une affaire de véhicule. C'est aussi une affaire d'infrastructure, c'est une affaire de connectivité, c'est une affaire de route qui est suffisamment bien entretenue, avec aussi une signalisation. Pas de nid de poule, voilà, pas de nid de poule, etc. Donc il y a aussi toute une affaire d'infrastructure. Donc il y a une approche un peu plus globale. Il faut sortir de la voiture et avoir une approche plus système. Et pour terminer, le T de territoire, on ne fera rien sans les territoires. On ne fera rien sans avoir les cas d'usage qui viennent des territoires. Juste un exemple. Aujourd'hui, vous avez en France des lignes SNCF qui sont désaffectées. Les TER ne circulent plus. Il n'y a plus le marché suffisant. Eh ben, on a aujourd'hui des programmes de mise en place de navettes autonomes sur ces voies qu'on aménage. C'est intéressant. Les gares existent, les trajets existent, ils sont maîtrisés. Et on peut redonner la mobilité au territoire en mettant des navettes autonomes. Ça, c'est un cas d'usage. Et ça Moi, fonctionne déjà. Oui. Je pourrais faire C'est un cas d'usage, enfin c'est une expérimentation possible. Il suffira pas que le véhicule soit autonome pour qu'il y ait du monde dedans. Et donc il suffira pas que le véhicule soit autonome pour redresser un modèle économique qui ne marchait pas. Bon, mais ce sont des cas d'usage, oui. Enfin, moi, je voulais juste réagir sur ce que vous avez dit tous les deux concernant les mots et le vocabulaire et l'acceptabilité. C'est vrai que tous ces trucs, toutes ces publicités, autopilot, je ne sais pas qui a de la publicité de qui c'est. Enfin, sauf que je sais très bien que c'est pas auto. Bon. Mais s'il y a des gens qui achètent quelque chose en pensant que c'est un autopilot et qui se rendent compte qu'au mieux des mieux, ils peuvent faire ce que vous avez dit avec deux types d'ADAS, bon, ça va pas créer beaucoup de... Être très déceptif, comme on dit en mauvais français, oui, bien sûr. Très déceptif, voilà. Bon. Et dans le cadre du séminaire acceptabilité que j'anime, auquel Philippe d'ailleurs participe, on a fait tout un travail sur les mots, en reconnaissant que lorsque les mots sont justes, il y a plus de confiance. Et également, lorsqu'il y a des expérimentations, il y a plus de confiance. Et parmi les acteurs que Philippe a cités, dans le cadre de Trust, on a une chance en France, c'est qu'on a des acteurs du transport en commun très importants. Et d'ailleurs, cette formule Trust a été largement utilisée par l'un des leaders en question, qui est Transdev. Mais il y a aussi Keolis et la RATP, dont j'ai été le PDG, comme vous l'avez dit, avant d'être celui de la SNCF. Bon. Les opérateurs, ce type d'opérateur, mais il peut y en avoir d'autres, de gestion de flotte, donne à la France une approche particulière. Pardon, je vous ai... Donc du coup, il faut faire très attention aux mots, vous avez entendu, parce qu'à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du véhicule autonome. Vous vouliez réagir dans un... Moi, je voulais réagir, je vais jouer mon rôle de start-up et je vais mettre les pieds dans le plat, parce que justement, en France, on est un pays industriel avec des super fleurons, notamment l'automobile. Mais justement, comme le disait Mickaël, la voiture autonome, donc dans l'autonomie, aujourd'hui, c'est plus un être humain, mais c'est un ordinateur. Donc en fait, la voiture autonome, c'est une industrie de logiciels, c'est une industrie de données, et c'est une industrie qui justement n'est pas présente ni en France, ni en Europe. Il n'y a pas de grande société de logiciels, ni de grande société de données en France.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi un énorme écart entre les investissements qui sont faits aux États-Unis, par exemple, et en France et en Europe, parce qu'aux États-Unis, on a l'habitude d'investir dans le logiciel, on a l'habitude d'investir dans la donnée, mais en fait, en France, on n'a pas l'habitude de le faire, et surtout en Europe, ça dépend des régions, mais c'est pas l'Europe est très diverse, donc c'est pas une habitude qu'il y a sur notre territoire. Et aujourd'hui, ce grand écart qu'il y a entre la mécanique et le logiciel, la data, la connectivité, fait qu'aujourd'hui, on a des acteurs aujourd'hui qui veulent faire, entre guillemets, du véhicule autonome, mais qui n'arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas la culture du logiciel. Quand vous prenez aujourd'hui les acteurs qui sont dans le véhicule autonome, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'automobile, mais en fait, on ne peut pas faire un nouveau monde avec des gens qui réfléchissent comme dans l'ancien. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes parti aux États-Unis? C'était pas pour les montants initiaux qui étaient. C'était pas spécifiquement une question de fond, c'était plus une question de techno et d'écosystème d'acteurs présents. C'était une question de réceptivité. Aujourd'hui, quand nous, on a fait comme tout le monde, hein, on a essayé de consulter les acteurs français. Et aujourd'hui, quand vous consultez les acteurs français, ils vous disent un peu la même chose. Ils vous disent, nous, on sait comment on fait, on sait comment ça marche. Mais du coup, quand vous regardez les métriques, donc les données sur, par exemple, les désengagements, c'est-à-dire les véhicules de test, quand il y a une reprise de main du conducteur qui est là pour s'assurer que tout va bien, on appelle ça un désengagement. Donc si vous regardez les kilomètres par désengagement, ils sont beaucoup plus élevés aux États-Unis, notamment chez les acteurs du numérique comme Google, etc., que par exemple en France. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui va s'inspirer de ce que font les gens aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une question culturelle à laquelle les constructeurs automobiles devront répondre parce que, entre guillemets, comme ça, on n'y arrivera pas. En tout cas, des startups comme nous qui voudront travailler avec des industriels français, quand on arrive, on vient leur expliquer que c'est une industrie de données, c'est pas une industrie de powertrain, de mécanique, d'aide à la conduite, etc. Bon, ils nous disent oui, mais nous, on sait très bien ce qu'on fait, etc. Bon, on leur dit ok, on va aller voir les gens qui nous écoutent, et les Américains, ils sont très ouverts aux nouvelles technologies. Donc voilà, je mets les pieds dans le plat, mais c'était nécessaire pour moi de le dire, parce que c'est le résultat des 2 ans de discussion quand même qu'on a eu en France et en Europe. Et malheureusement, pour nous, c'est beaucoup une question culturelle plutôt qu'une question simplement de législation sur les niveaux d'autonomie. Parce que c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, parce que ce que Bruno raconte me fait penser à une anecdote sur le vote à distance par les députés européens la semaine dernière. Ils ont décidé de généraliser le vote à distance parce que c'était compliqué de se déplacer, mais à condition de voter sur un Apple parce que l'Europe n'a pas été fichue de trouver le device adéquat. Est-ce que c'est pas ça qui nous guette, Michael? Moi, je vais même encore plus loin. Je trouve que c'est encore plus... Enfin, c'est pas simplement culturel, c'est structurel. Ouais. Le fait qu'on n'ait pas Google en Europe... Ouais. C'est pas une découverte, hein. Voilà. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, chez nous, c'est parti de l'industrie automobile, et puis petit à petit, on a vu arriver les gens des data. Mais au départ, c'était structurellement les gens de l'automobile. Et d'ailleurs, dans tous les plans automobiles, vous avez électrique et connecté autonome. Et c'est dans les plans de l'automobile. Voilà. Et je crois que la force de la Chine, si je comprends bien, pour autant qu'on puisse savoir, parce que, c'est que c'est les deux. C'est à la fois l'industrie automobile débordante d'énergie de la Chine et leurs acteurs de data. Vous êtes d'accord? C'est ça, non, c'est exactement. Je me sens particulièrement visé par ton commentaire, Bruno. Pas in fitu personnel, mais en tout cas au terme de gogo. Ouais. Au terme de gogo, et par rapport au fait que moi je suis un ancien de l'industrie automobile, un ancien ingénieur, donc j'ai bien connu cette culture du système engineering automobile qui a effectivement amené à tous ces plans avec le case, la connected, autonomous, shared, etc. Et c'est vrai qu'il y a une culture qui a permis de développer des systèmes d'automatisation petit à petit de la conduite, mais qui est ancré dans un business model qui a 100 ans, qui n'est pas très compliqué, qui est le business model de vente de véhicules. Et donc chaque année, on regarde le nombre de véhicules vendus. Bien sûr, c'est fini. Cette année, en entendant les derniers chiffres, on est à moins 25%. C'est-à-dire qu'on est revenu 50 ans en arrière sur les volumes de vente de véhicules. Et par contre, sur une année un peu particulière. On attendra 2021 pour confirmer. Oui, mais c'est intéressant, c'est qu'on chute sur les ventes,
Mais on augmente sur les usages. Exactement. Et ben, je pense que le Covid est quelque part une opportunité, puisque c'est le Covid qui a essentiellement eu cet impact sur les volumes, hein, mais avant le Covid, on était quand même en train d'atteindre un plateau de 100 millions à peu près de ventes de véhicules dans le monde annuel. Ça fait 100 ans que ça augmente et ça commençait à atteindre un plateau, et là on est redescendu à 75 millions. Alors c'est quand même assez violent. Néanmoins, je pense que c'est une opportunité effectivement de transformer le modèle, qui a été un modèle de vente de véhicules, et c'est pour ça que dans un modèle de vente de véhicules, finalement, un ADAS, c'est intéressant parce que c'est une fonction qu'on va pouvoir vendre à une aide à la conduite. Merci. Dans les niveaux 1, 2, 3, on parle d'ADAS, d'aide à la conduite. C'est une fonction qu'on va vendre au client qui, lui, vient acheter un véhicule et qui va vouloir choisir telle ou telle fonction. Alors que dans les niveaux 4 et 5, parlons même pas du 5, c'est peut-être un rêve, mais on va dire 4, c'est un modèle économique différent de mobilité comme service, d'usage, qui d'ailleurs va se transformer peut-être avec le même véhicule au fil de la journée. Le matin, en peak hour, ça va être en support des transports publics. Et puis pendant une période plus creuse, ça va pouvoir faire de la livraison de colis. Et puis finalement, se retrouver à faire une ligne en platooning, on en parlait tout à l'heure, en support d'une connexion entre deux pôles, entre deux régions. Et puis finalement, faire du robotaxi en fin de journée ou la nuit, parce que finalement, il y a une demande plus éparse et on va faire du point à point avec des véhicules indépendants. Tout ça amène à penser que ce qui doit être au centre, c'est l'usage et non pas effectivement le véhicule. Le véhicule, il doit juste venir en réponse à la définition de ces usages qui sont complètement nouveaux. Juste un mot sur les véhicules, parce que la question nous était venue, et c'est quand même important, parce que c'est un peu comme pour l'histoire de 5G, où tout d'un coup on doit remplacer tout un parc de téléphones. Ce serait quand même ennuyeux de devoir remplacer toutes les voitures. Est-ce que les voitures qui aujourd'hui sont existantes peuvent être mises à niveau pour devenir des voitures autonomes ? Alors, il y a une start-up américaine qui s'appelle Ghost, qui s'appelle Ghost Automation, qui fait justement du rétrofit de véhicules pour les passer au mode autonome. Et une autre start-up américaine, décidément les Américains, qui s'appelle Coma AI, qui justement permet simplement avec une caméra frontale et un petit peu qu'on peut faire soi-même, hein, avec un petit peu d'ingénierie, pouvoir soi-même rétrofit son véhicule. Donc, ça veut dire... Mais on le met à quelle capacité de... Oui, parce que là, Après, c'est pas de la voiture autonome au sens pur, mais c'est par exemple pouvoir, pour les véhicules qui n'ont pas du tout d'aide à la conduite aujourd'hui, Ah oui, c'est des aides à la conduite, d'accord. les aider, etc. Pour Mais il y a toujours un conducteur. Oui, il y a toujours un conducteur. Mais pour Ghost, c'est... vous amenez votre véhicule dans un garage, donc ils vont former des garages, les équiper de pièces, vous amenez dans un véhicule un garage agréé, et là ils vous rechangent la moitié de votre système pour vous... parce que si vous avez une attache particulière à votre véhicule, on sait qu'il y a, par exemple... Donc, d'accord, il y a un coût important, mais vous sortez avec un véhicule autonome. Voilà. Ben attends, autonome, ça veut dire quoi là? Automatisé. Automatisé, Soyons il est précis. automatisé, mais il n'est pas autonome, Il est puisque comme on l'a dit tout à l'heure, en fait c'est une rupture. Ouais, c'est une rupture. Passer à C'est pas de pas une conducteur, c'est continuité. autre chose. Ouais, C'est- Tout à fait. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment, à l'intérieur d'un véhicule, on peut amener un peu plus de technologie, notamment aussi via smartphone. Il y a une start-up française qui se propose avec le smartphone d'améliorer un véhicule qui est déjà robotisé. On peut la citer, c'est une start-up Voilà, française. voilà. Moi, je ne veux pas faire de publicité Ah bon? pour l'actionnariat. D'accord. Et on a aujourd'hui aussi un deuxième axe pour rendre des véhicules plus autonomes, qui est de faire intervenir aussi l'infrastructure. Si vous avez par exemple des caméras qui équipent des feux pour dire le feu est rouge, vert ou orange, et envoie l'information au véhicule qui donc n'a pas besoin d'avoir une caméra sur son toit pour voir quelle est la couleur du feu. Vous avez une intervention de l'infrastructure qui donne une information qui peut augmenter le niveau d'autonomie du véhicule par les informations qui sont transmises par l'infrastructure. Donc à la fois en embarqué ou en débarqué, on peut aider. Après, c'est du plus. On ne passera pas effectivement au niveau 4, a fortiori au niveau 5, mais ça apporte un plus à l'usager, ce qui est déjà pas mal. Et puis Voyons. ça culture l'idée automatique, Voilà. mais ça culture. Et c'est vrai que c'est assez important, toujours en référence à ce que Philippe disait sur les aspects acceptabilité, culture et tout ça. Voyant le temps filer, je vous propose de faire un dernier tour de table pour répondre à la question initiale qui était passée en fin de l'expérimentation au marché, en faisant attention aux mots, en disant si vous dites automatique ou autonome, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité derrière. Bruno, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour 2021 depuis votre promontoire américain? Alors, nous, on est un peu tiraillés
parce que justement notre solution, elle est censée aider donc les équipes à être beaucoup plus productives dans leur choix de jeux de données qu'ils vont utiliser. Donc s'ils sont plus productifs, ça va arriver plus vite. Mais d'un point de vue business, plus ils se mettent de temps à arriver, plus on gagnera de l'argent. Donc pour être complètement honnête, hein, mais Pas trop fort. Ils comprennent le français, vos prospects non, il n'y a pas de américains souci. Vous savez, on leur dit, et on va dire, c'est la force un peu de notre entreprise et notre culture, c'est d'être super transparent et même un peu cash avec les clients. Parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi l'habitude d'être traités comme ça. Alors il y en a un qui va dire je ne veux pas parler avec vous parce que vous êtes trop cash. Et il y en a peut-être un autre qui va dire on m'a jamais parlé comme ça, donc bon, pourquoi pas. Donc nous on pense que les véhicules autonomes, ça ne va pas arriver incessamment sous peu. Malheureusement pas en 2021, pas en 2022, et en tout cas pas dans les 5 prochaines années. Par contre, on peut voir arriver des cas Même aux d'usage. États-Unis. Même aux États-Unis. Mais par contre, dans des cas d'usage, c'est-à-dire dans des zones bien délimitées, pour des actions bien délimitées, je pense que là, on pourra arriver dans les prochaines années à des cas d'usage. Maintenant, il faut que, c'est toujours le même triptyque, hein, c'est la technologie, l'adoption du public et la législation. Je pense qu'en réunissant des acteurs comme ça plus régulièrement, en tout cas, c'est une manière en fait de faire avancer ce triptyque-là et de faire avancer justement la réponse sur la question quand est-ce que ça va passer en production. Quand vous dites l'adoption du public, c'est y compris l'adoption en termes de prix. C'est ça, exactement. Philippe, sur cette question, la recherche, si même les États-Unis ne passent pas à l'échelle d'ici 5 ans, mais qu'il y aura quelques cas d'usage, est-ce que vous savez si en Chine, ce que Marie Drac le disait tout à l'heure, c'est toujours très compliqué de savoir ce qui se passe, est-ce qu'eux, ils vont aller plus vite, par exemple ? Je vais rebondir sur le cas de l'intervention de l'infrastructure, parce qu'effectivement, dès lors que vous avez, comme en Chine, des rues, des voies qui sont déjà avec des caméras, avec des systèmes de perception, ça peut être utile à la mobilité. Donc effectivement, il y a une vraie synergie entre les informations qui sont apportées par l'infrastructure et puis ce qu'il y a dans le véhicule. Et ce que je note aussi côté français et côté européen, c'est qu'on est en train de se mobiliser extrêmement fortement sur la partie de données. Et donc effectivement, ce retard un peu culturel, un peu structurel, il est en train de s'accélérer sur la partie véhicule autonome. On a développé au sein de VDCOM une base de données qui est une des plus belles au monde sur toutes les données véhicules autonomes. On a parcouru plus d'1 million de kilomètres dans 17 pays d'Europe et on a tous les cas d'usage, toutes les situations à risque qu'un véhicule autonome peut rencontrer. On a toutes les données et ce bien commun qu'on a constitué aujourd'hui, il va donner lieu à une création d'entreprise avec différents acteurs des différentes filières et avec l'intervention de la recherche française. Donc on est en train d'accélérer sur la partie données et on est dans le peloton de tête. Michael, vous confirmez l'accélération continentale alors ? Formidable. Non, je pense que dans tout ce qu'on a discuté, j'aimerais rebondir sur différents points. On a quand même fait le constat qu'il y avait des écarts qui existaient entre l'Europe, la Chine, les États-Unis. On a essayé, j'espère, d'en dresser quelques causes. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et pour boucler avec la question qui était posée de comment passer de l'expérimentation au marché, faisant ce constat de l'écart de technologie, je pense qu'il y a 2 points qui me paraissent essentiels. Ce que disait Anne-Marie Drac sur le fait de préparer la réglementation juste avant que la technologie soit là. J'aime bien cette formulation. Néanmoins, je pense que vous ne me contredirez pas en disant que bien heureux est celui qui saura dire quand est-ce que la technologie sera là. C'est ça le problème en fait. C'est pour ça que ça crée, Vincent le disait, pas mal de frustration, qu'il y a des effets d'annonce qui ne sont pas tenus, etc. Parce qu'on est dans un démarche d'innovation sur des sujets que Tim Cook avait qualifié du problème d'intelligence artificielle le plus complexe du monde, le fait d'automatiser la conduite. Donc on est sur un sujet très complexe, une technologie dont on ne saura pas quand est-ce qu'elle va aboutir. Néanmoins, il serait bon, pour pouvoir passer de l'expérimentation au marché, d'avoir une réglementation qui soit prête en amont de la technologie. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment deux prismes de lecture. Il y a un prisme national, et je pense que la France, sur ce cadre-là, et d'autres pays, notamment l'Allemagne, en Europe, font quand même un travail avant-gardiste sur la réflexion de qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau national pour faciliter le travail des territoires, puisque l'autre prisme, je pense, et c'est le deuxième T de Trust, c'est que la mobilité, elle est opérée et elle est gouvernée en local.
par les AOM, et d'ailleurs la LOM, la loi d'orientation des mobilités, l'a réaffirmé. C'est au territoire de répondre aux besoins de leurs citoyens en termes de mobilité sur leur territoire. La mobilité autonome, ce ne sera qu'une réponse parmi d'autres. Il y a les trottinettes, il y a les scooters, il y a les transports publics, etc. Donc il va falloir intégrer ça dans le paysage de transport d'un territoire. Et donc c'est pour ça qu'il me paraît tout à fait intéressant de travailler d'un côté avec les territoires qui ont la connaissance et qui ont la gouvernance d'ailleurs de la mobilité pour leurs citoyens, et par ailleurs à l'échelle nationale, dans une sorte de synergie sur ce qui peut être pré-mâché, simplifié sur une technologie qui est quand même particulièrement complexe, de pouvoir présélectionner un certain nombre d'acteurs qui seraient à même de délivrer un service de qualité en termes de sécurité, en termes de prestations, etc., pour les citoyens. Donc voilà, c'est cette dualité locale-nationale qui me paraît absolument essentielle pour passer de l'expérimentation au marché. Anne-Marie Drac, je vous laisse le mot de la fin. Vous allez rendre votre grande consultation nationale dans un mois, donc évidemment, vous n'allez pas la dévoiler aujourd'hui. Mais... Enfin, écoutez, les choses atterrissent. Comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas tout seul, on travaille d'abord au niveau mondial, puisqu'en fait, moi, je trouve que c'est bien le local national, mais la réalité, c'est que les marchés sont mondiaux, et que, comme il a été dit à plusieurs reprises, les États-Unis, la Chine, bon, moi, je travaille aussi avec le Japon, la Corée, enfin, bon, bref, c'est intéressant de voir ce qui se fait partout. Bon. Donc, il y a des aspects réglementaires où ça converge quand même à peu près, quoi. Bon, donc on pense, nous, que la France est assez leader, et vous le reconnaissez aussi. Bon. Et puis, encore une fois, on est de plus en plus segmenté sur comment est-ce qu'on passe des expérimentations au marché. Et là aussi, c'est comme les véhicules auto. Les marchés, je les mets aussi au pluriel. Bon. Parce que, par exemple... s'intégrer dans une flotte de gestionnaires de transport en commun. On a cité Transdev. Bon, il y a des expérimentations à Rouen, etc. Bon, c'est pas le... Et donc ça, c'est financé, en fait, grosso modo, par le contribuable. Oui. Enfin, grosso modo, aux 2/3. Donc, grosso. Bon. Ou s'intégrer... Pourquoi pas, même si on n'a pas encore vu, dans des systèmes de leasing souscrits par des boîtes de gestion de véhicules partagés. Non, c'est pas les mêmes modèles économiques. Voilà. Donc moi je plaide beaucoup pour que on utilise l'argent public. Alors là je reviens à la France qui existe, qui passe par de très 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 nombreux canaux, sortant tous du même lac. Le lac en question s'appelant PIA, Programme d'investissement d'avenir. Bon, donc il y a plein de tuyaux qui s'y branchent. Et moi je crois qu'aujourd'hui ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire, c'est de passer à des démonstrateurs et peut-être en étant un petit peu plus sélectif dans les projets d'expérimentation, si je puis dire, pour se focaliser sur les cas d'usage qui vont le mieux. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les cas d'usage qui vont le mieux, comme ça a été dit, c'est des cas d'usage dans des endroits fermés où la question de la sécurité, pas des gens qui sont dans les véhicules, mais des sécurités sur la voie publique, se pose moins qu'autrement. Voilà. Donc j'espère qu'on va passer au stade de véritables démonstrateurs, non pas encore en vraie grandeur, mais en grandeur pré-marché. Et puis en regardant ce que ça veut dire le marché. Voilà. Avec un modèle, avec des modèles viable. Avec des modèles viables. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les modèles viables, il y a l'air d'en avoir, franchement, sur les ports, par exemple. Hein. Bon, mais c'est pas du tout l'image que l'on a. C'est pas glamour. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. On va se quitter à bon port, justement. Merci beaucoup d'avoir eu une vision moins manichéenne, moins binaire que ce qu'on pouvait envisager. On voit bien que la révolution du véhicule 100% autonome et individuel, elle n'est pas pour demain. En revanche, il y a beaucoup de cas d'usage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc merci à tous et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir. Merci. Merci.